Eh bien, bonsoir à tous. Je pense qu'il est l'heure. Je vais vous demander de bien penser à éteindre vos micros et vos caméras. On a beaucoup de monde qui ont leur caméra activée encore. Donc voilà, éteignez bien vos caméras pour que seuls les intervenants soient en ligne, micro et caméra. Donc je vous remercie d'avoir répondu si nombreux. Le webinaire a affiché complet en moins de 48 heures. Vraiment, vraiment merci de répondre à l'appel. Et puis, je pense que le sujet intéresse. Donc, Vélo Coach Online propose durant le confinement toute une série de webinaires sur des thématiques un petit peu différentes. On a parlé d'entraînement, on a parlé de mécanique. Là, on va parler d'alimentation. On parlera plus tard aussi de biomécanique et de positionnement. Ce soir, pour animer la soirée, on va décomposer en deux temps. Une première partie où on aura Elsa Hugo, qui est diététicienne générale et sportive. Elle est également sportive de haut niveau, donc elle sera à même de pouvoir comprendre exactement la demande des sportifs. Elle vous présentera un petit peu les grandes lignes de ce qu'est l'alimentation sportive et les régimes un petit peu à la mode en termes de diète sportive. Elle vous dira ce qui est bien, moins bien à faire. Et puis dans un second temps, on illustrera en images la soirée avec Nicolas Roux, donc, qui est un cyclosportif de haut niveau et qui relève de nombreux challenges et qui vous présentera l'aventure qu'il a eue avec le chef Jean Sulpice pour accompagner sa traversée des Alpes qui a duré 26 heures avec pas moins de 15 000 mètres de dénivelé. Il vous expliquera comment il a dû gérer sportivement et son alimentation, puisque c'était un facteur important pour pouvoir durer dans l'effort. Alors, tout de suite, on va voir si Elsa est en ligne. Est-ce que tu m'entends, Elsa? Si tu peux activer ton micro et ta caméra. Oui, je vous entends. Donc, normalement, j'ai activé mon micro. Super. J'ai activé la vidéo. Voilà. Merci. Donc Elsa, je vais te laisser te présenter en 2 minutes et puis on partira sur ton exposé pour présenter donc ta thématique sur l'alimentation du sportif. Merci. Alors juste une chose avant que tu commences, je suppose que on va animer un petit peu la soirée aussi avec des questions. Pour l'instant, vos caméras et vos micros sont coupés. Vous pourrez poser vos questions dans la partie discussion, donc pour les gens qui sont sur Zoom. On a couplé avec un direct sur Facebook, donc on pourra avoir quelques questions sur Facebook, mais la primeur était aux gens du webinaire inscrits sur Zoom, puisque prioritairement les inscriptions étaient sur cette plateforme de visioconférence. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et on essaiera d'y répondre au mieux. Je te laisse la main, Elsa, moi je coupe ma vidéo et mon micro. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Elsa Hugo. Donc, je suis diététicienne spécialisée en nutrition du sportif. On ne peut pas le dire vraiment parce qu'il n'existe pas vraiment de spécialité. Mais je m'intéresse plus particulièrement donc, au sport d'endurance et notamment à tout ce qui est trail, cyclisme, etc. Puisque j'ai toujours été passionnée un peu des sports de montagne. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu dans le cadre des webinaires Vélo Coach Online la partie alimentation pour les sportifs d'endurance. Donc je vous ai préparé un petit diaporama que je vais vous partager. Donc j'espère que vous voyez tous. Normalement, le partage d'écran est actif. Sinon, n'hésitez pas à me dire dans la conversation si c'est pas bon. Ça a l'air bon. Donc, je vais vous parler donc de l'alimentation du sportif d'endurance en repartant un peu des bases, c'est-à-dire du niveau physiologique. Donc, comment notre corps arrive à produire de l'énergie à travers les différentes filières. Ensuite, donc, comment on peut optimiser ses performances. Et enfin, je terminerai par un peu une alimentation type qu'on peut mettre en place avant, pendant et donc après l'effort.
Donc d'abord, dans notre organisme, il faut savoir que la transformation d'une molécule qu'on appelle ATP, c'est cette transformation-là qui va nous fournir de l'énergie. Donc cette ATP, elle a un stock limité et donc il va falloir qu'on la renouvelle à travers donc ce qu'on appelle les filières énergétiques, c'est-à-dire en fonction de la durée de l'effort et de son intensité, on va pouvoir resynthétiser cette molécule d'ATP. Donc, en quelque sorte, notre corps, pour resynthétiser cette molécule d'ATP, il va faire appel à différentes filières énergétiques, à différents donc carburants. La question, ça va être quel carburant choisir et pourquoi il choisit plutôt l'un que plutôt l'autre et dans quelle situation. Donc, le premier exemple et le premier paramètre qui va entrer en jeu, ça va être le premier facteur, ça va être l'absence ou la présence d'un système de ventilation donc, qui permet d'apporter un oxygène suffisant à l'organisme et aux muscles notamment pour faire cette synthèse d'ATP. Donc, le premier cas, c'est donc l'absence d'oxygène. Donc, on est sur une filière qu'on appelle anaérobie alactique, c'est-à-dire des efforts qui sont typés sprint, des puissances maximales, des efforts très brefs qui sont inférieurs à 7, voire 10 secondes. Et donc pour produire cet effort, notre organisme il va faire appel à une molécule particulière qu'on appelle la créatine phosphate et qui possède des réserves très faibles. Toutefois, malgré ces réserves très faibles, elle va être rapidement disponible puisque notre corps va pouvoir la synthétiser très rapidement puisqu'une seule réaction chimique va être nécessaire pour produire un ATP. Toujours en présence d'oxygène cette fois-ci, en absence d'oxygène cette fois-ci, on est sur un effort qu'on souhaite prolonger. Donc, on va passer le stade des quelques secondes et on va vouloir prolonger son effort jusqu'à 1 à 2 minutes, voire quelques minutes de plus. Donc, pour ce faire, la créatine phosphate, elle va être trop rapidement épuisée et notre organisme va aller chercher dans ce qu'on appelle le glucose sanguin et le glycogène, donc qui sont en fait des réserves de glucose qu'on a dans le sang et dans le foie, glycogène hépatique. Pour permettre cette synthèse, il va y avoir plusieurs réactions chimiques. Donc, ça prendra plus de temps. C'est pour ça que c'est une filière qui arrive un peu plus tard dans la durée de l'effort, suivant la durée de l'effort. Donc, comme je disais, ça va être des efforts plutôt type PMA ou en athlétisme, par exemple, des 400 mètres ou 800 mètres. Enfin, notre corps va passer dans un stade où il ne va plus pouvoir maintenir son effort s'il reste en absence d'oxygène. Et donc, on va parler de filière, cette fois-ci aérobie, donc qui va concerner des efforts au-delà de la minute et qui peuvent aller jusqu'à plusieurs heures, où là, les nutriments qui vont être utilisés pour la production d'énergie, ça va être donc les glucides, les lipides et pour les efforts d'ultra-endurance, mais à moindre mesure, les protéines. Donc, les petits organismes qui sont un peu les centrales énergétiques de notre corps, et on verra que c'est important de bien y faire attention et que l'alimentation peut avoir un impact, j'y reviendrai plus loin, c'est les mitochondries. Il faut savoir également qu'en présence d'oxygène, et même dans toutes les situations, le glucose est plus économique en oxygène, c'est-à-dire qu'il demandera à votre organisme moins de travail et il sera moins demandeur d'oxygène pour fabriquer de l'énergie, donc pour fabriquer de l'ATP. C'est pour ça que c'est la filière glycogénique qui est privilégiée pour les efforts très rapides. Bon, ça n'a pas marché, le petit schéma que je voulais vous mettre. En fait, c'était un schéma qui montrait, je vais passer à la suivante, ça non plus. Par contre, ça, je voudrais bien le récupérer. Alors, attendez. Je voudrais quand même vous montrer. Je cherche à revenir en arrière. Là, est-ce qu'on les voit avec cette présentation? Non. Alors,
Je vais les chercher. Je suis toujours là, hein, je vais chercher les petites figures qui sont quand même importantes pour vous montrer. Perdu, Elsa? Non, non, je suis toujours là. Là, je vais repartager l'écran. On a toujours ton partage d'écran là. Ah bon. Donc, vous devez voir là un schéma. Non, on voit. Non. Ça s'est figé sur ton écran de tout à l'heure. Tu t'en sors, Elsa? Oui. On est sur ton canevas là pour l'instant. Hop. Là. C'est tout bon, ça doit revenir avec les chemins. Non. Alors, Emma Charles qui vient de se connecter, si elle peut juste déconnecter sa caméra et son micro, s'il te plaît. C'est bon, Elsa, envoie ton. Ok, parfait. Donc, excusez-moi. Donc, ce que je voulais vous montrer, ça marche. Voilà. Donc, c'était ce schéma, en fait, qui s'est du coup pas bien affiché dès le premier coup. Donc, juste pour vous montrer qu'en fait, donc, on a sur l'axe des abscisses le temps et sur la filière désordonnée, la dépense énergétique, donc l'intensité de l'effort. Donc, on voit sur ce graphique rapidement que toutes les filières donc, de production d'énergie, glycolyse, lipolyse et la filière donc, de créatine-phosphate qui intervient aux toutes premières secondes d'effort sont toutes plus ou moins en interaction. Donc, pour résumer, plus l'intensité de l'effort va être élevée, plus l'énergie fournie aux cellules viendra donc des glucides, car leur oxydation va être plus économe en oxygène, donc le corps va... J'ai un écho, par contre, c'est... je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a son micro. Ah, Jean qui vient de se connecter. Bonjour Jean. Je vais juste couper ton micro et ta caméra, Jean. Pour l'instant, on la remettra après. Ok. Donc, je reviens. Donc, sachant que les glucides vont être utilisés pour les intensités fortes en compétition, on va chercher plutôt à garder donc notre réserve glucidique et nos réserves en glycogène notamment au maximum pour la fin de course. Donc, l'intérêt, ça va être de plutôt s'économiser et de travailler avec les lipides sur la première partie de course, notamment en cyclisme où je dirais la dernière heure de course, voire même des fois les dernières minutes, les dernières secondes sont les plus importantes. Donc, on voit sur ce schéma, sur l'axe des abscisses, donc les watts, donc c'est pour les cyclistes, mais ça peut correspondre à l'intensité de l'effort. Sur l'axe des ordonnées, on a la dépense énergétique, donc en kilocalories par heure, et sur l'autre axe des ordonnées, la dépense en termes de grammes par heure. Donc, sur la courbe verte, c'est la combustion des graisses, et sur la courbe rouge, c'est la combustion des glucides. Donc, la littérature indique que normalement, le pourcentage de combustion maximale en termes de lipides, il est atteint pour des zones de 50 à 55% de la VO2 max. Donc là, pour notre athlète, par exemple, la zone de combustion maximale des lipides, la fat max zone, qui figure en vert, se situerait aux alentours de 190, on va dire aux alentours des 200 watts. Donc, l'intérêt pour lui, s'il veut économiser ses réserves en glucides, en glycogène, ça va être de rester dans cette zone-là.
Donc, ça peut être une stratégie de course, mais ça peut être également une stratégie en termes de préparation pour optimiser, par exemple, son pourcentage de masse grasse, son ratio poids-puissance à l'entraînement. Sur des efforts d'endurance, il devra essayer de rester dans cette zone-là s'il veut taper plus dans les graisses que dans les glucides. Puisqu'on voit que lorsqu'il passe les 200 watts, la courbe des graisses, donc la FAT, la courbe en verte, diminue radicalement au profit par contre de la courbe de combustion des glucides, les carbohydrates, qui, elle, augmente significativement. L'autre stratégie qui pourra être adoptée, ça va être sur la ration de récupération, puisque donc, chaque athlète est différent, donc on va le voir sur ce schéma, et on a donc un athlète qui va être plutôt, donc, on appelle low fat burning, c'est-à-dire qu'il va brûler des graisses à basse VO2 max, puisque c'est la VO2 max qui est ordonnée, et à basse intensité, donc c'est-à-dire qu'il va rapidement utiliser ces graisses. En revanche, on a des personnes qui pourront, elles, à haute VO2 max plus importante, brûler davantage de graisse. Et donc, on a donc des profils différents et des protocoles qui se mettent en place, notamment donc, le protocole INSIDE. Si vous avez pu suivre le premier webinaire, c'est ce qui avait été présenté par Karl. À partir de ces données-là, on arrive à savoir pour chaque athlète, avec ses zones d'intensité et ses temps passés dans les différentes zones de puissance. Par exemple, à l'issue d'une compétition, on saura qu'il a cramé, par exemple, tant de glucides et on pourra déterminer donc sa ration en termes de récupération. Donc, ce sera notamment important si on veut optimiser la récupération, d'associer ces données-là avec une bonne recharge alimentaire. Donc, c'est pour là qu'on pourra associer ces deux paramètres. Donc, le paramètre athlète, donc tout le monde est différent, et la ration de récupération qui ne doit pas être la même pour tout le monde, bien entendu. Même s'il y a des théories, on voit avec ces graphiques que tout le monde est différent et ne brûle pas les mêmes dépenses, n'a pas les mêmes dépenses. Donc maintenant, on a vu que les deux principaux carburants, c'était les glucides et les lipides. Quelles sont nos réserves? Donc, je suis partie ici sur un exemple tout simple. Donc, une étape du Tour de France, c'est à peu près 5000 kilocalories. Les glucides, tout le monde sait qu'un glucide, c'est 1 gramme de glucides, c'est 4 kilocalories. 1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories. Donc, en termes de glucides, quelles sont nos réserves? Donc, on estime nos réserves en glucose sanguin aux alentours des 25 grammes, donc soit 100 kilocalories. En glycogène musculaire, donc c'est les réserves dans les muscles, c'est 400 grammes. Et les réserves en glycogène hépatique aux alentours des 150 grammes. Donc ça, c'est ce qui est stocké et qui peut être métabolisé pendant l'effort, ce qui est dans le foie. Donc au total, ça nous amène à 2300 kilocalories. Voire 5000 kilocalories, ça va être bien entendu trop juste. Donc il va falloir s'alimenter en conséquence. C'est pour ça que donc, de nombreux chercheurs se sont intéressés notamment à l'utilisation des lipides à l'effort, et c'est de là qu'est apparue l'utilisation et la diète, notamment ce qu'on appelle la diète cétogène. J'en parlerai un peu plus loin. Donc, nos réserves en lipides, elles sont beaucoup plus importantes, donc elles sont variables bien entendu en fonction de chacun, mais on estime qu'il y a, pour un athlète de corpulence normale, une réserve sous-cutanée égale à 7800 grammes. En intramusculaire, on a à peu près 160 grammes. Et là, il y a une erreur, mais ce qui amène au total à, pour vous montrer qu'au total, on a une réserve en kilocalories qui est 4 à 5 fois plus, voire 10 fois plus supérieure à ce qu'on aurait besoin pendant l'effort, donc en façon quasiment infinie. Donc, je vais revenir sur les glucides et je reviendrai après sur les lipides. Donc, les glucides, qu'est-ce que c'est et quels sont les différents types? Donc, on a les glucides simples et les glucides complexes. Donc, qu'est-ce que c'est les glucides simples? Qu'est-ce que c'est les glucides complexes? Donc, on a un paramètre et un indice notamment qui permet de les distinguer. C'est ce qu'on appelle donc l'index glycémique. C'est la courbe qui est ci-dessous, notamment, qui la met en évidence. On a donc des index glycémiques qui sont variables d'un aliment à l'autre, qui peuvent être donc élevés, moyens à faibles. Qu'est-ce que l'index glycémique? C'est la biodisponibilité du sucre, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle le sucre va pouvoir passer dans votre sang et ainsi régénérer et ainsi être apporté directement à votre organisme. Pour synthétiser, les glucides simples auront des index glycémiques élevés, c'est-à-dire une réaction
insulinique, donc l'insuline, c'est ce qui va permettre le stockage des glucides et du glucose en glycogène, qui va être élevé. En revanche, les glucides donc complexes auront plutôt une réaction qui sera faible à moyenne et un temps, donc une durée de la glycémie qui va être donc maintenue dans le temps puisqu'elle sera plus faible. Donc on aura un apport un peu plus régulier de ce glucose dans le sang. L'objectif pour un sportif, ça va être de maintenir donc une glycémie plus ou moins stable et c'est également le cas au quotidien, si on veut éviter les prises de poids notamment. Attention toutefois à cet index glycémique, puisque je vais prendre un exemple tout bête, les fruits. Donc les fruits, tout le monde pense au fructose. Le fructose, c'est plutôt c'est plutôt quelque chose qui se diffuse dans le sang de manière lente. Or, c'est pas toujours le cas pour certains fruits. Si je prends l'exemple de la pastèque, où on pourrait se dire, oulala, IG de 75, comme vous pouvez voir sur le tableau, donc il faut bien choisir quand la consommer parce que c'est pas du tout optimal au quotidien et c'est pas à consommer à n'importe quel moment. Or, si on regarde la charge glycémique, donc qui est à 5, donc la charge glycémique, c'est le rapport de l'index glycémique ramené sur 100 grammes d'aliments. Par exemple, la pastèque, si vous la ramenez sur 100 grammes d'aliments, vous n'allez pas manger la pastèque entière. Donc, sa charge glycémique est beaucoup plus faible. Ensuite, on a également l'autre paramètre qui entre en jeu et qui fait que des fois, on peut être trompé par l'alimentation. C'est donc l'index insulinique qui correspond donc à la production d'insuline que va générer l'assimilation de cet aliment. Je prends par exemple l'exemple du fromage blanc ou du yaourt qui contient du lactose, donc qui est une molécule de glucides en quelque sorte, qui contient une chaîne de glucose, et qui va créer, malgré son faible index glycémique, une réaction dans le sang très élevée. Donc on va avoir un pic de glycémie malgré le fait que cet aliment ait un index glycémique relativement faible de fait de la présence de protéines notamment. Donc attention. Et surtout, il y a pas mal de faux amis au quotidien. Moi, je peux échanger souvent avec mes clients. La première chose que j'aurais à vous dire, c'est apprenez à lire les étiquettes. Parfois, on a beaucoup de faux amis et on peut être surpris. Donc souvent, sur les packaging, il y a marqué glucides, donc glucides et dont sucre. En fait, la part dont sucre, c'est les sucres simples, donc les sucres rapides. Donc, c'est cette distinction-là qu'il faudra faire attention à bien regarder sur vos aliments. Si je prends l'exemple des baguettes classiques, les baguettes classiques de pain, c'est de la farine blanche. Donc là, c'est un index glycémique très, très élevé. Également pour les pâtes blanches, donc c'est un index glycémique très élevé. Toutefois, il faut savoir aussi que la cuisson aura un impact. Par exemple, les pâtes blanches cuites al dente n'ont pas un même impact sur la glycémie que les pâtes blanches qui sont trop cuites. De même, quand on y ajoutera des matières grasses, huile d'olive ou autre, l'index glycémique va baisser. Ensuite, on a également le miel. On dit que le miel est un très bon aliment. Ça reste également du sucre, même si il y a certains miels qui sont plus riches en fructose, donc c'est souvent tous les miels qui sont plus liquides. Donc le miel d'acacia, par exemple, ça reste quand même du sucre, donc faites attention à ça. D'autant plus que dans le commerce, on retrouve souvent des faux miels, donc attention aux miels ou aux pots sur lesquels il y a marqué originaire ou non originaire de l'UE, ou les miels qui sont souvent des sirops en fait de sucre. Donc attention et lisez bien les étiquettes. Les yaourts aux fruits, pareil, sur le papier, on pourrait se dire, bon, c'est bon, il y a des fruits, donc il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Sauf que la plupart du temps, les fruits, c'est plutôt de l'arôme et on trouve très peu de fruits et on y ajoute souvent beaucoup de sucre pour pouvoir y donner du goût. Enfin, il y a également tout ce qui est pour le petit déjeuner, donc les céréales. Donc les céréales du petit déjeuner, la plupart du temps, elles sont extrudées. Donc, c'est-à-dire que leur molécule est éclatée en quelque sorte et donc elles vont être plus facilement digérées. Notre organisme n'aura pas besoin de travailler pour les assimiler, donc elles vont avoir un impact très important. Donc, plutôt privilégier des céréales brutes, donc du type flocons d'avoine, flocons de sarrasin, qui peuvent être meilleurs pour la santé, ou alors les mueslis sans sucre ajouté, des choses comme ça, ça peut être un bon compromis.
Également, donc les galettes, les galettes de riz ou galettes de blé soufflé. Donc là, attention, parce que là, on a besoin de manger le paquet pour être rassasié. On pense que c'est un super aliment minceur parce que justement, c'est que de l'air, on mange de l'air, sauf que en fait, c'est un index glycémique très élevé et c'est très impactant sur la glycémie. Et ça va donc générer trop d'insuline qui va créer derrière un stockage des sucres en trop sous forme de graisse. Donc attention à ça. Et puis enfin, j'ai donné l'exemple du jus d'orange, non pas parce que on ne peut pas boire de jus d'orange, mais parce qu'il est plus intéressant en fait de consommer le fruit entier pour déjà faire baisser son index glycémique et puis également avoir tous les nutriments, tous les antioxydants et toutes les fibres qui sont contenues donc dans la pulpe du fruit notamment et dans la pulpe de l'orange. Voilà. Donc maintenant, je suis sportif. Donc ça, c'était un petit peu les règles du quotidien. Donc quotidien, on privilégie les index glycémiques faibles. Et par contre, quand je suis sportif, là, il va y avoir un intérêt d'intégrer ces index glycémiques modérés, voire élevés, pour la ration de récupération. Donc en effet, après l'effort, notre corps il va ouvrir un peu une fenêtre, ce qu'on appelle une fenêtre métabolique, c'est-à-dire une période pendant laquelle il va être plus à même de recharger en glycogène musculaire et hépatique notre organisme. Et c'est là donc qu'il va être intéressant d'apporter ces glucides à index glycémique élevé. Donc ma ration de récupération idéale, elle va être composée à peu près à 75% de glucides, à index glycémique élevé, et à 25% de protéines. Donc cette fois-ci, on n'aura pas d'intérêt à ajouter des fibres et des graisses puisque ça va plutôt ralentir l'assimilation des sucres et là, ce n'est pas notre intérêt. L'intérêt, là, il est vraiment de recharger, de refaire le stock. Maintenant, les lipides. Pourquoi on s'est intéressé du coup aux lipides? C'est parce qu'on a vu qu'on avait donc des réserves qui étaient quasiment inépuisables. Donc c'est là qu'on a entendu notamment parler dans le milieu sportif de la diète cétogène. Mais il faut faire attention, la diète cétogène, ça existe déjà depuis des années, même depuis plusieurs années, et ça sert au traitement notamment des maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer et l'épilepsie, puisque ça a prouvé un impact au niveau du cerveau, mais ce n'est pas l'objet de cette présentation. Donc les lipides, tout d'abord, ils sont indispensables. Indispensables pourquoi? Puisqu'ils permettent d'assurer la fluidité et l'élasticité des membranes cellulaires. Ils sont précurseurs également à la synthèse des hormones, donc que ce soit chez l'homme aussi bien chez la femme. Ils interviennent également dans l'édification des cellules nerveuses. Ils ont un rôle anti-inflammatoire pour certains, notamment les oméga 3, mais j'y reviendrai par la suite. Et ils sont précurseurs d'un antioxydant de la mitochondrie, donc notre fameuse centrale énergétique que j'évoquais dans la première partie sur la partie physiologie, qu'on appelle la coenzyme Q10. Donc les lipides, il faut faire attention, il y a plusieurs types de lipides et plusieurs types d'acides gras, notamment on les appelle les acides gras. Donc on a les acides gras saturés, comme par exemple le beurre, donc, qui sont plutôt à éviter, enfin à limiter en termes de consommation. On a les acides gras donc monoinsaturés, les oméga 9, qui sont importants à être apportés aussi pour limiter le phénomène, qui sont un peu antioxydants, on va dire. Et on a les acides gras polyinsaturés, donc c'est les plus intéressants, c'est les oméga 6 et les oméga 3. Toutefois, attention, dans la plupart des cas, notre alimentation est souvent enrichie en oméga 6 et les oméga 6, ils sont pro-inflammatoires lorsqu'ils sont en excès. En revanche, les oméga 3, ils ont plutôt une action anti-inflammatoire. Donc les oméga 3, on les retrouve dans tout ce qui est donc les huiles. Donc ça peut être, il y a des huiles qui sont très riches comme l'huile de lin par exemple. Et je conseille à ceux qui consomment beaucoup d'œufs de choisir des œufs de poule donc élevés en plein air et surtout nourris aux graines de lin. Pourquoi nourris aux graines de lin? Parce que comme je l'ai dit, le lin donc c'est une céréale qui va apporter beaucoup d'oméga 3 et on a constaté que les œufs étaient plutôt trop riches en oméga 6 que ce qu'il faudrait pour notre organisme. Et donc, ils ont tendance à créer une certaine inflammation lorsqu'on en consomme trop. Donc, je conseille plutôt les œufs, par exemple, de la filière bleu blanc cœur que l'on retrouve dans le commerce ou les œufs de poule nourris aux graines de lin. Également, pour vos huiles, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de choisir donc des huiles
non raffinées, extraites à froid, et de conserver surtout vos huiles au frigo, puisque donc les oméga 6 et les oméga 3 notamment vont être très sensibles à la chaleur, à l'oxygène et à la lumière. Donc les huiles, attention, bien les conserver au frigo. Maintenant, je vais revenir sur mon régime cétogène, donc le régime low carb high fat, qu'on entend aussi, parler, ou la keto diète. Donc, qu'est-ce que le régime cétogène? Donc, dans le cadre d'une alimentation normale, les portions, je dirais, des macronutriments, ça va être réparti, donc 50% de glucides, on va avoir à peu près 15% de protéines et les lipides à hauteur de 35%. Dans une alimentation cétogène, les lipides vont être cette fois-ci prédominants, à hauteur de 80%. Les protéines, on va conserver la même proportion, donc à peu près 15%. Et les glucides, par contre, vont être vraiment réduites, puisqu'on est cette fois-ci à hauteur de 5%. En gros, on va limiter l'apport en glucides de 20, c'est variable, mais de 20 à 50, voire même 30 grammes de glucides par jour, ce qui correspond à l'équivalent à peu près d'un fruit. Donc, la diète cétogène, comment elle fonctionne? Donc, les études menées sur différentes personnes ont montré qu'on atteignait un état de cétose en 3 jours minimum, voire 1 mois de diète cétogène chez certaines personnes. Donc, l'état de cétose, en fait, c'est un état dans lequel le corps change de fonctionnement, il s'adapte, et il produit des corps cétoniques qui vont être utilisés pour la production d'énergie, puisqu'il n'a plus de sucre, il n'a plus de glucose, plus de glucides, donc il est obligé de fonctionner autrement. La difficulté dans ce régime cétogène, c'est que l'alimentation est très restrictive et qu'elle nécessite rigueur et suivi. Rigueur parce que si vous faites un écart et que vous augmentez vos portions glucidiques journalières supérieures à ce que recommande le régime cétogène, vous allez repasser dans une autre filière énergétique, enfin, vous allez repasser sur la filière glucidique et vos corps cétoniques vont disparaître, il faudra recommencer. Suivi, pourquoi? Parce que qui dit alimentation plus riche en lipides, dit également plus de calories. Donc, sachant qu'on a vu qu'un gramme de lipides, c'était 9 kilocalories, ça veut dire que les assiettes vont également diminuer en termes de volume, en termes de remplissage. Les proportions d'aliments dans l'assiette vont également diminuer. Donc, attention, si vous n'êtes pas suivi et que vous ne contrôlez pas vos apports caloriques, vous allez être en surplus calorique tous les jours et au lieu de perdre du poids ou au moins de stabiliser votre poids, vous allez faire l'inverse, vous allez prendre du poids. Également, on a un risque d'acidose métabolique et c'est pour ça qu'il est important dans certains cas de faire surveiller ces taux de corps cétonique pour éviter d'être dans un état acide trop important. Et on va conseiller également à ces personnes-là de la complémentation et de beaucoup boire également pour limiter cet impact-là. Au cours de cette diète, on peut également observer donc de la fatigue, de la baisse de performance, parfois des maux de tête. Et un des points qui pourrait être intéressant, c'est que par contre, on a souvent une sensation d'anorexie dans le sens où on est vite rassasié. Donc ça peut être un des points intéressants. Par contre, pour les sportifs, on a une désadaptation au métabolisme des glucides. Ça veut dire que notre corps, il va être habitué à fonctionner avec des lipides et que si vous lui apportez lors de votre effort des glucides via vos différents produits énergétiques, il ne va pas comprendre comment les gérer et il ne va pas savoir le faire, il va être plutôt contre-performant. Donc, il y a eu des études qui ont été menées donc, sur plusieurs sportifs, sur plusieurs athlètes, que ce soit aussi bien en triathlon que sur d'autres types d'efforts, plutôt des sportifs d'ailleurs d'endurance, puisqu'il n'y a pas d'intérêt à faire ce type de diète chez des personnes qui ont plutôt besoin d'explosivité comme les sports de force ou autres, puisque là, on voit que quasiment le seul nutriment qui entre en jeu, c'est les glucides. Donc, sur un sportif d'endurance, on a considéré qu'il fallait à peu près 3 à 6 semaines d'adaptation et qu'on constatait des baisses de performance, voire des performances équivalentes. Avec chez certaines personnes parfois des difficultés vraiment à s'adapter et au-delà des 3 mois, voire même des 6 mois, on est toujours contre-performant
tout simplement parce que le profil de l'athlète, comme je l'ai présenté plus haut, ne correspond pas. Cette alimentation ne correspond pas au profil de l'athlète. Par contre, on a constaté donc une augmentation de l'utilisation des lipides à l'effort. Donc ça, c'était un des effets qui était recherché. Donc effectivement, c'est bien rempli. Et une réduction de l'oxydation des glucides. Donc là, ça rejoint la désadaptation. Ça veut dire que notre corps va être capable d'économiser un peu nos réserves en glucides. On a également constaté que la zone de fat max, donc ce que je montrais dans le graphique en début de webinaire, on pouvait passer donc la consommation maximale lipidique de 55% à 70% de la VO2 max. Donc c'est-à-dire qu'on était capable à plus haute intensité de consommer plus de lipides. Donc ça, c'était également un des points positifs. Toutefois, on va voir que il va y avoir une autre possibilité de jouer avec ces apports glucidiques, puisque, en résumé, les lipides, c'est pour les tortues et les glucides, c'est pour les lièvres. Donc, comment on va faire? Donc, on a trouvé une autre méthode, plutôt que de se restreindre à une alimentation très stricte et qui dure surtout sur plusieurs années, si on veut qu'il soit véritablement efficace, en tout cas pour un sportif. C'est ce qu'on appelle la périodisation des glucides. Donc, on verra qu'il y a 3 types, donc le low carb, le train low et le sleep low. Donc, en quoi ça consiste? Donc, le low carb, donc, l'objectif, ça va être le même que dans le cas d'une diète cétogène, ça va être de stimuler la lipolyse et donc de développer ses capacités d'endurance. Donc, dans le cadre d'une alimentation low carb, les apports glucidiques vont être rationnés donc, au quotidien et on va avoir une périodisation des apports en fonction de l'entraînement, afin quand même de pouvoir faire les entraînements et de récupérer convenablement. Mais on est quand même sur une alimentation qui va être majoritairement lipidique, mais avec des glucides à hauteur supérieure quand même que dans le cadre d'un régime cétogène, on était limité à 30 à 50 grammes. On va avoir également après des méthodes d'entraînement pour stimuler cette lipolyse et ses capacités d'endurance. Donc tout le monde connaît l'entraînement à jeun, qui est utilisé pour beaucoup, notamment dans le cadre de la perte de poids. Mais on a également l'entraînement à glycogène bas. Donc, quelle est la différence? Donc, l'entraînement à jeun, j'y reviens pas, tout le monde connaît. On se lève le matin, on part faire son footing ou on part faire une sortie d'endurance. Et puis voilà. L'entraînement à glycogène bas, en quoi ça consiste? Donc, cette fois-ci, on va se lever le matin, on va prendre son petit déjeuner. Et on va aller faire, la suite du petit déjeuner après avoir digéré, un entraînement qu'on appelle HIIT, c'est-à-dire un entraînement à haute intensité. On rentre ensuite de la séance. Au déjeuner, on fait donc un déjeuner protéiné, essentiellement, donc pas de glucides. Et on va aller faire l'après-midi notre deuxième séance d'entraînement, puisqu'on est là sur du bi-quotidien, où on va pouvoir cette fois-ci faire 2-3 heures. À l'issue de cette endurance, on fera notre collation classique, collation de récupération, et on arrivera donc au dîner. Donc là, on a fait du bi-quotidien. Donc ça peut être aussi intéressant pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de temps pour s'entraîner, ou au contraire qui ont beaucoup de temps même, de mettre en place ces entraînements bi-quotidiens. L'exemple 2, donc cette fois-ci, ça va être donc de faire le même principe, le petit déjeuner, et on fait donc un entraînement haute intensité le matin. Et à midi, plutôt que de faire un déjeuner, cette fois-ci, on fait un entraînement en endurance et on ne fait pas la collation tout de suite derrière l'entraînement, on fait la collation à nos heures, je dirais, habituelles. Et après, on repart sur une alimentation normale, donc le dîner nuit. Donc là, ça peut être intéressant dans le sens où le matin, vous allez faire vos entraînements après votre petit déjeuner. Donc, vous allez pouvoir faire cumuler entraînement à haute intensité et entraînement en endurance. Dans le cadre de low carb, c'est souvent difficile de faire des entraînements à haute intensité, puisqu'on est plutôt fatigué. Maintenant, on va pouvoir aller encore plus loin et dans une méthode qu'on appelle la méthode sleep low. Donc, c'est dormir avec peu de glycogène musculaire, donc c'est-à-dire avec peu de réserve. L'objectif, c'est de favoriser donc pendant la nuit l'oxydation des lipides et donc la perte de masse grasse notamment. Donc pour moi, cette méthode sleep low, c'est celle qui, je pense, est la plus efficace. Donc on va jouer sur cette fois-ci, on a un entraînement par jour. Donc, je vais vous montrer les cycles. Donc voilà, donc c'est cumulé sur 2 jours.
Donc cette fois-ci, on a un entraînement par jour. Donc le jour 1, on fait notre nuit de sommeil, on se lève, on fait notre petit déjeuner normal, notre déjeuner. Et après, je conseille donc de faire soit votre séance d'endurance en fin de journée, de manière à arriver, par exemple, pour l'heure du dîner, ou votre séance d'autre intensité, pareil, en fin de journée, vous arrivez, vous rentrez et vous dînez dans la demi-heure, voire l'heure après. Et vous faites un dîner, donc no carb, c'est-à-dire sans glucides, avec uniquement des protéines. Le lendemain matin, voire vous ne faites même pas de dîner si vous y arrivez, mais parfois c'est difficile après les séances de ne pas dîner. Le lendemain, vous vous réveillez, donc cette fois-ci, vous allez utiliser l'entraînement en quelque sorte à jeun, donc vous buvez eau, thé, café comme vous le souhaitez, donc sans sucre, et vous allez faire votre sortie d'endurance. Par contre, derrière, vous faites votre collation de récup ou votre petit déjeuner de récup et vous repartez sur une alimentation normale sur le reste de la journée. Donc là, ça peut être aussi intéressant pour les personnes qui n'ont pas de temps et qui peuvent s'entraîner que le soir. Ça peut être une séance, par exemple, sur Home Trainer le soir avant de manger. Et puis le matin, on fait une séance soit d'endurance, c'est-à-dire, quand je dis séance d'endurance, ça peut être 45 minutes à 1 heure sur Home Trainer ou aller courir. C'est suffisant pour stimuler les lipides, sachant qu'on aura déjà travaillé sur la combustion pendant la nuit. Donc, quels sont les bénéfices de ces modes d'entraînement? Donc, par rapport au régime cétogène, ça permet déjà de faire un low carb intermittent. Donc, le premier avantage, c'est que ça aide à la perte de poids et c'est plus facile à tenir dans le temps. Ça va avoir les mêmes effets puisque ça va stimuler vos capacités d'endurance via la combustion donc des lipides. Et ça va être aussi intéressant pour les sportifs qui ont manque de temps. On va aussi pouvoir maintenir les capacités à s'entraîner, puisque vous avez quand même des périodes dans la journée où vous consommez des glucides, vous refaites vos stocks, et vous êtes quand même capable de faire des exercices à haute intensité, mais également en endurance. Donc les apports en glucides vont être ciblés vraiment pour optimiser les adaptations de l'organisme à l'entraînement. Donc là, il faut bien faire attention à être suivi et à bien veiller à faire les recharges en glucides quand ça va être nécessaire. Par exemple, si vous partez sur un entraînement, quand je dis entraînement à haute intensité type PMA, et que vous êtes en low carb, c'est-à-dire que vous n'avez pas rechargé suffisamment, l'entraînement à PMA, il ne sera pas efficace dans le sens où vous ne serez pas à 100% de vos capacités. Donc attention. Tous les entraînements qui vont nécessiter l'apport de sucre, entre guillemets, il va bien falloir faire attention à bien régénérer ces stocks pour pouvoir faire l'entraînement correctement et pouvoir progresser. Ensuite, on a constaté donc effectivement que les performances étaient améliorées à long terme, puisqu'on avait donc cette fois-ci une flexibilité dans l'utilisation des substrats énergétiques. On a vu qu'avec la diète cétogène, un des inconvénients, c'était qu'on privilégiait les lipides et que du coup, notre organisme n'arrivait plus à utiliser les glucides ou ça créait des troubles digestifs. Là, vu qu'on va jouer avec les deux, on va pouvoir garder cette flexibilité. À l'effort également, on aura une stimulation de l'oxydation des lipides et donc une capacité d'oxydation des glucides qui va rester persistante et donc on n'aura pas de troubles alimentaires ou de troubles digestifs à l'effort. Maintenant, j'arrive sur ma période de compétition. Qu'est-ce que je fais avant, pendant et après? Et donc, comment je fais pour optimiser mes performances et bien récupérer? Donc, avant, ça va être déjà de partir sur des bonnes habitudes avec donc une alimentation équilibrée au quotidien qui privilégiera donc les aliments bruts, non transformés, donc les aliments, on évite tout ce qui est produits industriels, etc. On privilégiera les cuissons donc plutôt douces, les cuissons vapeur notamment, et on assaisonnera donc avec nos bonnes huiles qu'on aura bien choisies et qu'on conservera au frais après cuisson tous nos aliments. Quand je dis assaisonnement après cuisson, une cuillère à soupe d'huile par repas, c'est suffisant, hein, pas besoin de plus. Après, donc, on ajoutera également donc, des protéines animales et aussi végétales. Donc, l'idéal, c'est de consommer les deux. De bons acides gras, donc c'est nos assaisonnements d'aliments. Des légumes, donc il faudra varier vos légumes en fonction des saisons et en fonction de ce que l'on trouve. Des fruits, des épices et donc des aromates, donc pour tout ce qui est antioxydants notamment.
pour un bon apport en fibres aussi, etc. On veillera également donc à avoir un apport en glucides suffisant. Donc, on pourra mettre en place notamment la semaine avant la course une planification en termes d'alimentation pour avoir des stocks de glycogène optimisés. Et on évitera par contre tout ce qui est consommation trop importante de glucides la veille de course. Par exemple, la veille au soir, il n'est inutile, mais absolument inutile, de se gaver d'un plat de pâtes ou peu importe, d'un apport de glucides trop important qui viendrait du fait générer un pic d'insuline beaucoup plus important, une demande du coup en glucides par votre corps qui est amoindrie, puisque plutôt vous êtes en phase, pas de récup, mais vous êtes plutôt au repos, vous allez produire votre effort, et donc vous allez stocker en fait tous vos glucides sous forme de graisse, en quelque sorte, et ça va être plutôt contre-productif. Donc, je pense notamment aux trailers, où à l'époque où je faisais beaucoup de trail, il y avait les fameuses pasta parties, où tout le monde se jetait la veille des compétitions, et qui sont en fait contre-productifs pour votre performance du lendemain, où vous allez vous sentir plutôt lourd, plein de toxines dans les jambes. La plupart du temps, quand on est en excès de glucose, on a les jambes lourdes, donc c'est plutôt contre-productif. Ensuite, on veillera également à une bonne hydratation, mais ça, on verra que c'est valable aussi tout au long de la compétition et également en récupération, puisque pour stocker notre glycogène, on va avoir besoin de 3 grammes, l'équivalent de 3 grammes d'eau. Et enfin, on veillera également à avoir un bon sommeil et un sommeil réparateur, donc un bon cycle de sommeil. Donc pendant la course, il faut qu'on ait des apports énergétiques adaptés, donc en termes de dépenses énergétiques, c'est-à-dire en termes de calories, et également en termes en termes de matière, on va dire, de liquide ou solide. Donc liquide, je considère moi que pour des efforts de 1 heure, 1 heure et demie, voire jusqu'à 2 heures, l'apport en liquide est suffisant et qu'on passera sur de l'apport solide lorsqu'on est supérieur à 2 heures. Donc, il faudra penser à bien les choisir et à les tester à l'entraînement. Quand je dis bien les choisir, c'est surtout des aliments, donc il faudra choisir les plus, à partir déjà des barres ou des produits solides à partir de vrais aliments. Éviter les listes d'ingrédients à rallonge et chimiques qu'on voit sur certaines barres et qui sont plutôt contre-productives dans le cas où ils pourraient vous créer des troubles, notamment au niveau digestif. Donc après, pour le choix alimentaire et le choix de produits énergétiques à l'effort, il n'y a pas vraiment de théorie universelle. Il y a seulement des recommandations sur les tolérances digestives, mais chacun est différent et il y a certains sportifs qui qui accepteront bien en termes digestifs un aliment et qui chez d'autres sera au contraire plutôt pas du tout bien accepté. En termes d'apport glucidique à l'effort, on estime donc qu'il faut entre 40 à 60 grammes de glucides par heure. Donc, c'est l'équivalent à peu près de… Sachant qu'il n'y a pas vraiment d'équivalence, mais ce qui va surtout être important, ça, en fonction de la température extérieure, en fait, plus il fera chaud, moins votre boisson devra être dosée en glucides. Donc, pour les activités d'ultra-endurance, on privilégiera donc l'importance d'une alimentation variée, donc qui pourra être sucrée et salée, et surtout une alimentation plaisir, et en lien avec le cycle biologique du corps, puisque bon là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il pourrait être intéressant, par exemple, de jouer notamment sur les neurotransmetteurs en consommant plutôt en fin de journée, lorsque vous êtes sur des efforts d'ultra-endurance, donc supérieurs à 24 heures, des protéines plutôt sous forme végétale notamment, pour bien intégrer, avoir une meilleure intégration de vos neurotransmetteurs, une meilleure réponse de vos neurones. Ensuite, donc toujours une bonne hydratation. Il faudra bien choisir sa boisson. Donc boisson d'effort avec un dosage adapté. L'idéal, c'est de combiner les glucides. Donc ça pourrait être des boissons d'effort de type glucose plus fructose. Donc l'équivalent, c'est 2 glucose pour 1 fructose. Et attention, je dirais, aux tolérances digestives au dextrose, et qui est en fait de l'amidon transformé, et qui sur les sports notamment impact du type trail ou running. Le dextrose des fois est à cause de pas mal de problèmes digestifs.
En vélo, on l'a moins, cette problématique-là, puisqu'on n'a pas les chocs. Il faudra donc également avoir un bon apport en sels minéraux, donc notamment en sodium, potassium, magnésium. Donc, je vous invite à regarder un peu les compositions de vos boissons énergétiques. Également, si on a donc des citrates et des bicarbonates dans vos boissons, ça va être intéressant, ou pourquoi pas ajouter un peu de bicarbonate vous-même. Ça a un effet tampon, c'est-à-dire que ça va limiter l'acidité, ça va réguler un peu l'acidité qui est liée à l'effort. Des vitamines, donc la vitamine B, C, E notamment. Donc la vitamine B1, il faut savoir qu'elle est obligatoire en France dans les boissons énergétiques. Et enfin, un maximum de 5 à 10% de protéines par boisson. Et je dirais que ça s'adresse plutôt aux personnes qui vont aller vers des efforts d'ultra-endurance. Et donc en récupération, donc cette fois-ci, on respectera donc bien le timing. Donc ça rejoint la fenêtre métabolique que je vous disais tout à l'heure pour votre ration de récupération, avec donc l'ingestion en simultané donc de glucides et de protéines, afin donc d'accélérer la resynthèse en glycogène. L'association des deux fait qu'on assimile mieux, notre corps assimile mieux le glycogène. Votre ration de récupération, donc elle aura des glucides à index glycémique modéré à élevé, des protéines maigres, et puis donc on a également un autre acide aminé qui peut être intéressant, donc c'est la glutamine et les BCAA. Donc ça, c'est plutôt pareil pour les efforts d'ultra-endurance, pour régénérer un peu la flore intestinale qui aurait pu être perturbée, et également éviter d'attraper un peu toutes les maladies qui traînent, puisque notre système immunitaire va avoir également été un peu affaibli. Et pour terminer, donc, il faudra qu'on ait également une bonne hydratation, mais ça va être valable pour toutes les phases, que ce soit aussi bien en entraînement, mais également en compétition et en récupération. Ça va être pour rétablir l'équilibre acido-basique. Donc là, ça rejoint nos bicarbonates, où on privilégiera les eaux bicarbonatés sodiques, notamment les eaux de Vichy. Voilà, merci à tous pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, je reste disponible pour vous répondre. Alors, merci Elsa. Merci, tu as respecté le timing. C'était un exposé très technique, mais dans le timing, il nous reste un peu plus de 5 minutes pour pouvoir échanger un peu avec les participants. Après, on laissera la parole à Nicolas et au chef Jean Sulpice. Alors Elsa, je vais te faire part un petit peu des questions qui ont été posées durant ton exposé. Alors, on nous demande, le pain des fleurs est plus comme le pain et les pâtes. Non, le pain des fleurs, c'est pareil que les galettes de riz dans l'environnement, dans le raisonnement, pardon. Le pain des fleurs, est-ce que c'est pareil que les galettes de riz? Vous m'entendez? Ouais. Oui, ok. Alors le pain des fleurs, donc oui, effectivement, ça va être donc des céréales qui vont être extrudées. Donc effectivement, ça va avoir un index glycémique plus important que si vous consommiez l'aliment brut. Donc généralement, pain des fleurs, on retrouve pain des fleurs au sarrasin ou millet. Il existe différents types de céréales. Donc oui, ça va être à peu près similaire, oui. Ok, on avait quelques participants aussi qui avaient l'air étonnés que tu dises qu'on conserve l'huile au frigo. Alors oui, peut-être, mais c'est tout simplement pour conserver les oméga 3 et donc les oméga 6. Comme je disais, c'est des acides gras qui sont très sensibles donc à la chaleur et à la lumière, pardon. Et donc il faudra les conserver absolument au frigo si vous voulez conserver les oméga 3. Si vous regardez pas sur vos packaging, la plupart du temps, les huiles qu'on trouve en grande surface dans les rayons huile, dans les rayons condiments, c'est des huiles qui sont marquées raffinées. Donc, si vous voulez conserver un bon apport en acides gras, il faudra donc choisir des huiles non raffinées et qu'on trouve plutôt dans le commerce. Une fois qu'elles sont ouvertes, en fait, vos huiles, il faut les conserver au frigo. Merci. Tu as parlé des différents types de diètes. Est-ce que on nous demande concrètement, est-ce que tu peux donner un exemple concret sur 2 jours
de ce qu'il faudrait manger sur une diète sleep-low? Alors, une diète sleep-low, donc l'objectif, ça va être de dormir avec des réserves en glycogène bas. Donc, ça va être, donc le premier jour, on se lève, on fait un petit déjeuner. Donc, le petit déjeuner idéal, ça va être un petit déjeuner plutôt donc protéiné. On va pouvoir apporter un peu de glucides, mais plutôt des glucides complexes, donc sous forme de pain complet ou de pain au sarrasin, ou ça peut être aussi des flocons d'avoine complets. Il faudra réguler un peu la portion, donc en fonction des personnes. Ça, c'est un peu c'est individuel, il n'y a pas de règle. Après, on pourra amener aussi un peu d'acide gras, un peu de graisse. Généralement, le matin, c'est protéiné et gras, essentiellement. Après, donc le midi, on fera un repas également classique, donc protéines, un peu de féculents, des légumes. On peut faire éventuellement une collation, si on veut faire une petite collation juste avant notre entraînement à haute intensité qui va suivre. Donc, ça peut être une collation, un fruit, un yaourt ou un verre de lait végétal avec un fruit, des amandes, un fruit. Ça dépend un peu des tolérances digestives de chacun. Il y en a qui, le yaourt sera plus difficile à digérer après pour produire un effort intense. Donc, c'est adapté en fonction de chacun. Après, donc, vous faites votre entraînement à haute intensité. Et après votre entraînement, vous faites un dîner qu'avec des protéines, voire vous ne dînez pas du tout. Donc, quand je dis dîner qu'avec des protéines, ça pourrait être par exemple uniquement 2 tranches de jambon ou du blanc de poulet, plutôt des viandes maigres, ou ça peut être un filet de poisson avec un peu d'huile d'olive ou autre. Et vous allez vous coucher comme ça. Donc, vous êtes en sleep low, c'est-à-dire que vous avez entre guillemets, brûler vos réserves de glycogène musculaire va votre entraînement haute intensité et vous allez dormir donc toute la nuit en sachant que votre corps il va avoir besoin quand même d'énergie même pendant la nuit. Vous allez travailler donc plutôt sur l'oxydation des lipides et le matin vous vous réveillez et vous allez, je dirais, lui en remettre une couche puisque vous allez cette fois-ci sortir à jeun. Donc vous partez le matin à jeun. Vous buvez un verre d'eau ou un peu de thé ou café si vous le souhaitez. Et vous allez partir faire votre séance d'endurance à jeun. Donc, si vous voulez faire une séance courte, 45 minutes, 1 heure, c'est suffisant. Mais vous pouvez aller au-delà. Moi, pour les personnes à qui je conseille de faire ça, ou je leur dis d'aller au-delà, généralement, je leur indique de faire donc, les premières 45 minutes, voire première heure de course, sans rien consommer, uniquement de l'eau. Et après, par contre, de commencer à intégrer donc des glucides, donc des sucres, afin qu'ils puissent prolonger leur endurance et éviter tout malaise ou autre. Donc là, soit par exemple, ça peut être partir avec 2 bidons, un bidon d'eau, un bidon eau et boisson énergétique. La première heure, vous prenez votre bidon d'eau pure et la deuxième heure, vous partez sur votre bidon boisson énergétique. Et après, donc par contre, quand vous rentrez, donc suivant l'heure, vous faites un vrai petit-déj où là, par contre, vous pouvez manger donc plutôt du miel, donc des index glycémiques plutôt élevés. Donc ça peut être du miel, ça peut être du pain, ça peut être. Généralement, c'est bien d'associer quand même une portion de protéines, donc de garder du jambon si c'est au petit déjeuner ou un œuf. Un œuf, c'est top. Et si vous êtes sur un déjeuner, bah là, vous n'hésitez pas, vous pouvez prendre des pâtes, même des pâtes blanches, toujours des protéines. Et puis les légumes et les fibres, à la limite, vous pouvez les garder plutôt pour le dîner, puisque là, l'objectif, ça va être vraiment de refaire vos réserves. Voilà un petit peu la journée type. Et après, soit vous enchaînez comme ça 2-3 jours, soit vous vous arrêtez là et vous repartez sur une alimentation normale et vous faites ça un peu plus, soit à un autre moment de la semaine, soit une autre semaine. Voilà, par exemple. Merci Elsa. Donc tu as parlé des différentes boissons. On nous demande est-ce que tu as une boisson que tu peux conseiller qui remplisse tous les critères pendant l'effort, les boissons pendant l'effort. Alors moi, j'ai pas particulièrement de boisson à conseiller, dans le sens où ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des personnes qui vont très bien tolérer certains sucres, notamment le dextrose, et il y a d'autres personnes qui, au contraire, vont pas du tout le tolérer. Donc je dirais que la boisson idéale, elle est constituée plutôt de glucose et de fructose. Donc glucose, fructose en rapport 2 pour 1. Et qu'il faut plutôt éviter tout ce qui est sucre de type saccharose.
Donc le saccharose, en fait, c'est plutôt une molécule de glucose, une molécule de fructose. Donc il faut plutôt des boissons en fait qui contiennent plus de glucose que de fructose. Après, il n'y a pas de boisson idéale. Il faut essayer. Il y en a qui utilisent le sirop avec les bicarbonates et que ça leur convient bien. L'essentiel, en fait, c'est d'apporter glucose et fructose, puisqu'en fait, au niveau cellulaire, votre molécule, elle a des récepteurs différents pour le glucose et le fructose. Donc, si vous apportez les deux, vous allez apporter plus rapidement du sucre dans votre circulation sanguine. Tandis que si vous apportez qu'une seule molécule, donc par exemple que du glucose, au bout d'un moment, votre transporteur il va saturer et il ne pourra plus faire entrer de glucose. Tandis que si vous appelez glucose et fructose, on va pouvoir jouer sur les deux récepteurs cellulaires et pouvoir avoir un apport en sucre plus important. Donc non, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle, plutôt essayer à l'entraînement et puis voyez un peu ce que ça donne. C'est la meilleure solution. Après, j'ai donné des indications sur les quantités en termes de minéraux, parce que c'est aussi important à veiller à un bon apport en minéraux. Donc, n'hésitez pas à regarder vos boissons et à regarder un peu les compositions. Alors, on a beaucoup de questions. Je ne sais pas si on arrivera à répondre à tout le monde parce qu'on a un deuxième exposé derrière. Elsa, si tu arrives à faire des réponses plus concentrées pour qu'on puisse répondre au maximum. Donc, par exemple, on nous demande, concernant la pasta party, si ça permet de faire du stock lipidique et que j'ai bien habitué mon corps à la lipolyse. Pourquoi ça ne serait pas bon? Alors non, c'est à l'inverse en fait de l'objectif, parce que si vous avez habitué votre corps à la lipolyse, au contraire, vous n'avez pas consommé de glucides. Vous en avez très peu consommé. Donc en fait, le fait de lui apporter des glucides, là, il va encore moins les gérer. Donc ça va être encore plus problématique, je dirais. Ok, ouais, c'était plus court. Alors, Plus court, je fais on plus nous court. demande ouais, on a beaucoup de questions sur le sleep low. Donc, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas d'effet négatif sur le sommeil, notamment? On nous demande aussi, est-ce que c'est un peu perturbant, c'est pas possible de le faire à long terme? Est-ce que tu peux en dire plus sur le sleep low? Alors oui, l'objectif du sleep low, en fait, ça va être plutôt utile à faire en dehors de la phase de compétition ou quand on va être dans une période plutôt où on va être sur un bloc d'endurance. Puisque là, on va aller. L'objectif, ça va être de perdre du poids. En fait, l'objectif du sleep low, essentiellement, c'est d'aller taper un petit peu dans les réserves du tissu adipeux, donc dans les graisses, pour aller perdre du poids. Donc, effectivement, en période de compétition, ça va pas être productif, ça peut même être contre-productif. Par contre, là, typiquement, en période de confinement, ça peut être intéressant dans le sens où la journée, on est plutôt inactif, on n'a pas besoin, même si on est un peu fatigué, ben, on se repose. Et on peut par contre favoriser l'utilisation des lipides via ces séances et donc travailler un peu sur nos capacités d'endurance, chose qu'on ne peut pas faire actuellement. Ok. Alors, ce que je vous propose, comme il y a encore quelques questions qu'on va éviter de déborder sur le timing, on va proposer à Jean et Nicolas de prendre la main et puis Elsa va pouvoir répondre à vos questions qui apparaissent dans la colonne conversée. Simplement, il ne faut pas poser vos questions en mode privé, sinon elle ne les verra pas. Donc voilà, je pense Elsa, tu dois avoir accès aux questions Oui, sur le c'est côté bon. et je te laisse y répondre. Et puis, en attendant, si Jean et Nicolas sont toujours là, on va leur faire un petit coucou et puis on va démarrer votre partie. Salut Nicolas, active ton micro Bonjour à du coup. tous. Super. Jean, est-ce que tu es toujours là? Je suis là. Super, Jean, merci. Attends, j'active ta caméra. Hop, je t'ai envoyé une demande pour l'activer, je pense, il faut que tu valides. Super. Ben, merci, merci à vous deux en tout cas d'avoir répondu présent. Super sympa de votre part. Donc, Jean et Nicolas ont vécu une belle aventure l'année dernière, puisque Nicolas a relevé un beau challenge pour traverser les Alpes en 26 heures. Et Jean, qui est un chef étoilé, a assuré son ravitaillement en course. Et Jean est avant tout aussi un très grand sportif, il faut le préciser.
on les laissera se présenter tous les deux. Et puis, Nicolas nous a envoyé un petit film. Donc, il dure 7 minutes, mais c'est super sympa, je pense. Ça va vous permettre un petit peu de vous évader pendant ce temps. Vous allez voir, les paysages sont magnifiques. Ça résume la traversée de Nicolas. Et puis derrière, Nicolas et Jean pourront nous exposer leur aventure. Alors, je vais juste aller vers la vidéo. Hop, 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 hop. Parti. Voilà, nous sommes donc à Thonon-les-Bains, sur la borne kilomètre 0 de la Grande Route des Alpes. Dans quelques minutes, je vais m'élancer pour un périple de un peu plus de 25 heures, où je vais monter l'école de la Colombière à Ravy, Cézy, Cormet-de-Roseland, Iseran, Col du Galibier, Izoard, Vars, Bonnette, Colmiane, pour arriver et plonger sur la Méditerranée. Hey. Allez, on va ranger ici un peu. Après, c'est tout dérangé. C'est toi qui l'avais le ballon de golf. Je sais pas où tu l'as mis, Nico. Tu l'as pris quand tu étais dans la tente. Le ballon de foot. La Clusa dans le col des Aravis. Pour l'instant, c'est bien. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Bonne température. Je suis sur de bonnes bases. La première grosse difficulté, ça va être le Cormet. On verra après. Iseran, Galibier, ça va être les deux cols qui peuvent vraiment m'entamer par la longueur et l'altitude. Donc quand on aura passé ça, et puis ça sera la nuit, on pourra faire un premier point. Attention, Nico. Attention. T'en as encore pour 20 km. Là, ça va être le plus dur. Hein? Dès que c'est dur, t'enlèves une dent. C'est que là, il faut pas te cramer. C'est ce qui va définir la suite du ride. Là, j'ai eu un moment de souffrance dans le Cormet au début de l'Iseran, et puis au sommet de l'Iseran, j'ai retrouvé un peu de sensations et j'ai fait une belle montée et j'ai réussi à me faire plaisir. Là, je suis content. Ouais. Oui, Coco. 5h49. Tu as retrouvé le ballon. Commencer à redescendre, le soleil va commencer à redescendre, et puis dans quelques heures. Bébé, il y a un livre. Eh ben, ça va pas mal. Maintenant, on va attaquer le deuxième gros morceau, le Galibier, 35 bornes, donc ça va m'occuper un petit moment là.
content d'être en haut. Je suis content d'être bien. Je suis bien content d'être en haut là. Je vais manger les betteraves là. Bah ça va, ça va. On va attaquer Vars maintenant. Il est 2h40 du matin. J'ai un petit coup de barre là, mais bon, on va voir, ça va faire le tour. J'ai franchi donc l'école du télégraphe Galibier, Izoard, Vars, et puis j'ai terminé par la cime de la Bonnette avec ce magnifique lever de soleil. Ça a été à des moments difficiles dans le Galibier, j'ai eu des gros moments de doute et de fatigue, mais Jacques est toujours là pour trouver les bons mots qu'il faut pour me relancer, et il est d'un grand soutien. Ouais. Comment? Eh ben, c'est une aventure fabuleuse, avec un temps exceptionnel qui nous a permis de voir des paysages splendides. Je suis passé par un très grand nombre d'états, que ce soit de la grande forme, normale, et puis des gros coups de barre, difficiles à gérer physiquement, mentalement. Et puis c'est vrai que les derniers cols, eh ben, ils se sont plus faits au mental. Hein. La nuit, avec le Galibier, l'Izoard, Vars et puis la Bonnette pour terminer, là j'ai vraiment, mentalement, je me suis battu et ça en valait la peine. Je suis vraiment heureux d'avoir fait ça. Cette traversée des Alpes, d'arriver à Nice ici, pour moi c'est un aboutissement. Et je pense que c'est certainement un de mes plus gros défis que j'ai eu l'occasion de faire. Voilà. Hop. Je vais revenir sur la conversation. Merci. Jean, hop, il est parti, Jean. Je réactive ta caméra. Bon, Jean, il s'est absenté là. T'es toujours là, Jean? Ouais, on peut. Ouais, on commence, c'est pas là. Ouais. Alors, Nico, bah, si tu peux nous dire un petit peu comment t'es venu l'idée déjà un petit peu, et puis enfin tu vas nous présenter ton exposé, mais comment t'es venu l'idée, Ouais. et puis comment tu as géré, c'est vrai, la nourriture. On se demande comment tu fais pas de fringales pendant 26 heures. Est-ce que tu as préparé l'avant? Le pendant, on suppose qu'il était bien géré, mais comment tu as fait? Voilà, c'est tout ça qui nous intéresse dans cette approche. Après, c'est vrai que donc c'est donc par rapport à ma préparation, donc il faut que je partage l'écran. Ouais. Jean, tu vas pouvoir activer ton micro, et puis comme ça tu pourras en même temps commenter en même temps que Nico votre aventure. Voilà, Nico, impeccable. On a ton partage d'écran.
Ouais. Donc en fait, cette traversée, ça faisait un moment que je cherchais, disons que je l'avais en tête. Après, la difficulté, c'était de savoir la placer au bon moment et d'être prêt mentalement surtout, et puis physiquement pour la faire. Et donc là, on peut voir donc au niveau de la préparation, ça a été une préparation déjà au niveau de l'étude du parcours pour avoir une connaissance parfaite du parcours avec le dénivelé et puis le kilométrage en établissant la trace GPX. Et puis donc après, au niveau du profil, connaître parfaitement tous les cols avec leur dénivelé, avec leur pourcentage maximum, pourcentage moyen pour ne pas être surpris et puis toujours savoir où j'en étais. Donc j'ai planifié aussi les arrêts ravitaillement qui étaient très importants et qui étaient un peu fait aussi pour pouvoir me changer entièrement. Donc au col de l'Iseran, c'était la fin de la journée. Donc je me changeais entièrement et je mangeais pour repartir pour le début de la nuit. Et puis après le col du Galibier, là où je remangeais à nouveau et je changeais de vêtements pour faire la longue descente sur Briançon. Donc ma préparation physique, elle a été en deux parties, avec une grosse partie d'endurance et de course jusqu'au mois de juillet. En fait, après, j'ai fait une coupure pour reprendre un peu du mental, et puis j'ai terminé jusqu'au départ de la grande traversée des Alpes en faisant des sorties un peu longues pour définir mon rythme. J'ai terminé par par la haute route des Alpes pour clôturer cet entraînement et être au point le jour J. Donc après, au choix, un des points cruciaux de cette traversée, c'était l'alimentation. Et l'alimentation, c'était ne pas arriver dans un point de dégoût et de ne plus avoir envie de manger. Et j'ai eu la chance de croiser Jean. On roulait ensemble, on discutait, et puis je lui ai parlé de mon projet, et puis ça lui a plu. Et c'est vrai que on a tous les deux, on a mis en place un peu l'alimentation de ce défi, et je lui ai un peu laissé carte blanche. Je lui ai dit, écoute, moi, ce que je veux, c'est que pendant 26 heures, j'ai envie de manger. Donc, fais-moi quelque chose qui donne envie, qui me fait plaisir et qui me donne envie de retourner au ravitaillement et de manger continuellement et de ne pas avoir à un moment donné cette saturation de la nourriture et de la boisson. Et donc, lui, il m'a concocté quelque chose de top. Mais je vais le laisser en parler un petit peu pour qu'il vous explique un peu comment on en est venu à faire tous ces repas, ces plats. Ouais. Jean, déjà, merci pour le temps dispo. On sait que tu es bien occupé en ce moment. Tu as adapté ton activité pour faire des livraisons. Donc, merci de prendre un peu de temps pour nous. Et puis, ton retour d'expérience nous est super intéressé. Eh ben, merci à Nicolas, merci à vous, merci à Elsa aussi pour son magnifique exposé. C'est un plaisir d'être avec vous. Et mon expérience, elle s'est fait vraiment au feeling avec Nicolas. J'ai bien apprécié le mot que Nicolas a dit, de ne pas avoir la saturation sur le vélo, en tout cas la saturation gustative, la saturation de manger. Et à mon niveau, quand je fais du sport, c'est vrai que mon objectif, c'est de la même manière que de la cuisine, c'est de prendre du plaisir. Et que ce soit un plaisir gustatif ou un plaisir sportif, le seul but, c'est avant tout du plaisir. Et avec ma petite expérience de sportif, c'est vrai que quand j'ai fait des longues distances, des fois, on a des difficultés de pouvoir s'alimenter et d'avoir une saturation de plus savoir quoi manger. Et là, c'est à ce moment-là que
bah, c'est difficile parce qu'on tape dans les réserves de son corps et c'est pas bon pour justement le défi Nicolas. Alors, ça s'est vraiment fait, Nicolas, tu me dis si je dis des bêtises, hein, ça s'est vraiment fait à l'écoute de Nicolas parce qu'on ne réagit pas tous de la même manière avec l'assimilation des produits. Aussi, ce qui est difficile, c'était de respecter aussi la chaleur, le froid, d'avoir des sensations qui puissent réconforter. Pourquoi je dis le chaud et le froid? Parce que moi, je fais partie de ces personnalités où la sensibilité de la température extérieure est très important pour le côté psychologique de l'alimentation. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais parler de saisonnalité. La saisonnalité dans mon métier est très importante. La saisonnalité va appeler des produits, la saisonnalité va appeler une envie de consommer différemment de l'été, du printemps et de l'hiver. Quand Nicolas il a exposé son parcours, son défi, il est monté quand même sur les plus hauts sommets des Alpes. Et quand on est sur le plus haut sommet des Alpes, les températures ne sont pas les mêmes. Ton corps ne demande pas de la même chose. Psychologiquement, tu n'as pas besoin de la même chose. Et puis, quand tu descends dans la plaine, au fond des vallées, les chaleurs reviennent. Et c'est pareil, donc là, il peut y avoir des chocs thermiques. Et je crois que ça a été le cas de Nicolas quand il s'est retrouvé à Bourg-Saint-Maurice à pratiquement 40 degrés avant de partir dans l'ascension de l'Isran. Donc, il faut arriver aussi à le côté plaisir de manger est très important pour faire face à toutes ces difficultés climatiques et ces difficultés aussi d'ascension de dénivelé. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question, mais si Nicolas a ressenti ces sensations-là. Oui, ouais, non, moi, c'est le fait est que j'ai toujours eu quelque chose qui me donnait envie de manger. Et la diversité des aliments que tu m'avais concocté, ça a permis, en fait, tout au long de cette traversée, d'avoir envie d'aller chercher à manger et de manger. Et pour aller plus loin, en fait, toute la journée, j'ai bu de l'eau, des boissons énergétiques qui sont plus ou moins sucrées, parfois du coca. Et Jean m'avait préparé une soupe de petits pois, un velouté de petits pois. Et ça, on avait prévu, en fin de compte, de le mettre dans les bidons en fin de journée, début de soirée, en fait, pour que ça ressemble à un potage où on a souvent l'habitude de boire une soupe ou de boire un potage le soir, et ça redonnait en fait au corps ça stimulait le corps de par la salinité du potage du velouté de petits pois, et ça m'a permis de tenir éveillé et de stimuler mes sens en fait pendant la nuit. Et c'est des choses qui ont été vraiment très très importantes lors de cette traversée. Après, j'avais un gâteau de céleri sauvage, pareil, c'est des goûts qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir et qui nous stimulent et qui donnent envie de et les lentilles. Pareil, c'est un goût qui est quand même très 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 bon, et ça a été des choses vraiment importantes pour moi. Et je pense que Jean a été capable d'aller chercher des saveurs et des goûts qui m'ont stimulé tout au long de ces 26 heures. Et c'est ça qui a fait que j'ai jamais eu en fait, de coups de moins bien ou de coups de barre, et c'est un peu grâce à lui, ouais. C'est pas moi qui ai pédalé quand même. Hein. Oui, non, mais bon. Après, il m'appelait aussi la nuit pour savoir comment ça allait, donc ça me tenait éveillé. Donc, vu qu'il était encore en service, non, c'est vrai que ça a été quelque chose pareil. Au niveau des céréales, j'ai mangé les céréales que Jean fait avec, c'est les noix de pécan, non, ou de tonkin dedans. Fèves de tonka, ouais. Fèves de tonka, graines de courge, graines de lin, noisettes du Piémont. Comme je sais que tu t'approches de l'Italie, j'ai dit on va partir sur des produits un peu italiens. Donc non, ça a été quelque chose de très important, et on peut voir que dans le choix
Donc, on avait les protéines, les glucides, des antioxydants avec les betteraves et puis des sels minéraux avec les boissons qu'ils m'avaient fait. Et je pense que ça a été quelque chose de vraiment primordial et, pour mon défi. Et si je suis arrivé au bout dans une forme assez bonne, c'est un peu grâce, et je pense énormément grâce à ce ravitaillement 5 étoiles. Bon, là, j'ai entendu bicarbonate. 1 à 2 pincées. Ok, merci. Attention, tu as ton micro d'ouvert. Ça doit être. Pardon, j'ai pas compris. Non, il y a je pense Frédéric, tu as ton micro d'ouvert, je pense. Ça intervenait sur l'exposé de Nicolas et Jean. On a une question qui attise un petit peu les curiosités. On nous demande qu'est-ce que c'est ce gâteau de céleri sauvage, Jean? Alors, c'est un céleri sauvage, c'est de la livèche. On l'appelle lâche de montagne. Donc, c'est une herbe qui pousse dans notre région et dans tous les jardins, si on le plante, qui a un goût très, très, très prononcé de céleri. Et j'en ai fait un cake où j'ai fait un pesto de ce céleri à la noisette. J'ai remplacé les pignons de pain par la noisette et j'ai intégré ce pesto dans un cake, et ça a permis de pouvoir d'avoir quelque chose de très prononcé, très fort et qui est facile aussi à manger. Top. Si vous voulez avoir des recettes de chef étoilé, c'est le moment. Aussi, je ne sais pas si Nicolas se rappelle, j'avais fait aussi une galette de polenta parce que c'est un produit de notre région. Je ne sais plus à quoi je l'ai fait, cette galette de polenta. Tu te souviens, Nicolas? En fait, c'était des frites de polenta. Ah oui, j'ai fait des frites de polenta, ouais, oui, exact. Ouais. Elles sont juste là à côté des sandwichs. Ouais, ça, c'était top, ouais. Frites de polenta, il y avait des tortillas avec différentes choses dedans. Il y avait des petits pois, il y avait différentes tortillas. Ouais. Il y avait les betteraves rouges avec lentilles. Ouais. Les œufs, et puis bien sûr, ce qui était hyper important, le chocolat. Le chocolat qui est là pour remonter le moral et qui donne une petite touche sucrée. Et ça, c'était top aussi, ouais. Et puis les petits sandwichs avec du fromage, du jambon, un peu de salade, les bananes, hyper important. La banane qui est un produit qui est constamment présent chez le coursier. Donc, et puis le velouté de petits pois. Ouais. Donc avec tout ça, moi j'ai eu à manger pour. J'aurais pu refaire le retour. Hein. Est-ce que comment tu es arrivé la veille du défi? Comment tu avais géré l'avant au niveau de la diète? Moi, très très simplement, j'ai rien changé. J'ai rien changé dans mon alimentation. Après, je pense que j'ai déjà une alimentation qui est assez saine. Et c'est vrai que j'ai pas changé grand-chose. J'ai pu être un peu plus chargé les jours qu'on précédait le départ au niveau des glucides et tout ça. Mais j'ai pas énormément changé de mon alimentation. Et après, c'est vrai que pour moi, ce qui était vraiment important, c'était tout au long de ces 26 heures d'être constamment en fait bien alimenté et bien hydraté. Parce que ça, comme l'a dit Jean, je suis passé par des températures qui ont vraiment varié. Il faisait 36 à Bourg-Saint-Maurice, et puis en haut de l'Iseran, il devait faire 10 degrés. Donc c'est vrai que ça m'a permis de. Donc on peut voir là au niveau du parcours le col de la Colombière, après les Aravis. Donc après, on peut voir que entre 150 et 215 km, il a commencé à faire chaud, le Cormet de Roseland. Et puis le début de l'Iseran, donc il faisait plus de 32 à Bourg-Saint-Maurice. Et puis donc j'avais choisi de m'arrêter au sommet de l'Iseran pour faire le premier ravitaillement. Là, j'ai donc mangé du solide avec les betteraves, les lentilles, de la banane, de la polenta.
Et puis ensuite, on est reparti tranquillement vers la nuit pour arriver au deuxième ravitaillement au Galibier, là où j'ai à nouveau mangé vraiment du solide. Sinon, je ne m'arrêtais pas pour manger. Je mangeais sur le vélo, donc on me passait la nourriture sur le vélo. Et puis après, le col de la Bonnette, et puis les dernières heures pour arriver sur Nice, le toit de l'Europe. Et puis, donc, au niveau du ravitaillement, j'ai 2 arrêts pour des repas consistants et changement de vêtements. Le reste du temps sur le vélo. Donc, pour moi, ouais, c'est vrai que le ravitaillement était important aussi pour me décontracter. Et puis, donc là, le ravitaillement, pour moi, c'est la clé du succès. Donc, c'est la diversité des aliments, c'est donner envie de manger, facile à absorber, un apport énergétique, et puis différentes boissons énergétiques tout au long de la traversée. Voilà. On nous demande si tu es végétarien, Nicolas, mais au vu de la photo, on voyait quand même qu'il y avait de la viande, je pense pas. Non, je suis pas végétarien. Comme je disais, moi, je pense que j'ai une alimentation qui est saine. Je mange de tout en quantité raisonnable. Mais non, je mange de tout. Ouais, je mange du fromage, de la viande. Enfin, j'ai rien. Je m'interdis rien. Ouais. On nous demande les boissons que tu as utilisées durant ce périple. Donc, les boissons que j'ai utilisées, donc on peut voir, j'ai bu 20 bidons, ce qui n'est pas non plus énorme sur une traversée de 26 heures, ça fait moins d'1 bidon par heure. Donc, mais sinon, j'ai bu de l'eau, j'ai bu des boissons, c'était de la boisson Punch Power, des boissons thé vermente, et puis sinon, j'ai bu du coca à certains moments. Et puis, c'est pour la nuit, donc le velouté de petits pois, il y avait 2 bidons, et puis du thé chaud aussi, ouais, pour la nuit. Et sur la fin de parcours, énormément d'eau, et puis très peu de boissons énergétiques. Après, c'est vrai que les boissons énergétiques, elles étaient faiblement dosées, parce que dès qu'on commence un peu à trop en mettre, il y a cette sensation de sucre, et puis qui donne envie en fait de boire, et j'avais vraiment limité ça, mais tout s'est bien passé, j'ai pas eu de soucis de ballonnement ou autre, donc non, ça a été assez bien géré. On nous demande si tu as perdu du poids entre le départ et l'arrivée. Oui, j'ai perdu plus de 2 kilos. Je devais faire 68 kilos au départ, et le retour, je faisais 66. Ouais. On nous demande si tu as eu des hallucinations. Non, pas spécialement. Non, j'ai pas eu d'hallucination. Le plus gros souci, c'était la lutte contre le sommeil. Ça a été le combat un peu le plus dur de cette traversée, c'était de pas dormir. Et c'est vrai que vers 2h30, de 2h30 à 3h30 du matin, ça a été vraiment le moment le plus compliqué. Et je pense que j'ai eu sur le vélo des micro-siestes, micro-somnolence, ouais. Où j'avais une sensation de plus savoir pédaler. Et à mon avis, j'ai dû légèrement m'endormir sur le vélo, ouais. Ouais, tout à l'heure, tu as expliqué un petit peu à quel moment tu as pris quelle alimentation, mais on nous demande, est-ce que tu avais une fréquence sur les prises alimentaires? Alors, une fréquence, non. On essayait de faire que je mange toutes les heures. Après, derrière, j'avais donc le staff qui, si je mangeais pas, eux
regardait et disait, ah, t'as pas mangé depuis tant de temps, tiens, prends ça. Mais je pense que ouais, on essayait de faire que je mange quelque chose au moins une fois par heure, ouais. Avec après des bidons toutes les 30 minutes. Enfin, pas des bidons, mais boire toutes les 30 minutes. Et puis après, avec les gros arrêts où je m'arrêtais, j'ai dû m'arrêter deux fois 10 minutes, un quart d'heure pour vraiment bien manger, faire une sorte de repas. Mais après, ouais, je mangeais toutes les heures. Bon, ce qui a l'air d'interloquer les gens, c'est de savoir si tu t'endormais pas. Donc, on nous demande si tu descendais souvent à la voiture à parler pour te garder éveillé ou si tu restais dans ta bulle. Et puis, dans le même ordre d'idée, on te demande est-ce que tu as pris de la caféine parce que ça aurait peut-être pu t'aider à rester éveillé. Non, j'ai pas. Alors après, oui, à la voiture, je descendais un peu, il montait à ma hauteur, il me demandait si ça allait. Après, au niveau caféine, j'en ai pas pris comme du café parce qu'il y a le souci après des crampes avec le café. Et puis, je pense pas que ça m'aurait permis de maintenir mon éveil. Après, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ils étaient trois dans la voiture et donc ils se relayaient pour conduire. Et à un moment, je descends à la voiture et puis ils étaient couchés. En fait, il y en avait un qui était derrière avec un coussin et puis il dormait contre la fenêtre. Donc là, je dis putain, bah, mon gars, toi, t'es pas mal, hein. Et moi, je commençais à être un peu dans le dur. Donc, mais non, il montait, il me demandait. Et puis, comme je disais, Jean terminait son service et je crois que vers 1h30 du matin ou 2h, j'avais les écouteurs, c'était pas pour la musique, c'était pour ma femme si elle souhaitait m'appeler ou si j'avais des appels. Et en fait, Jean m'a appelé plusieurs fois dans la nuit pour prendre des nouvelles, savoir où j'en étais et puis ça me permettait de discuter un peu et puis de rester concentré et éveillé. Ouais. Sinon, après, je restais relativement dans ma bulle, concentré sur mon avancée et puis sur mes watts, sur la façon de tourner les jambes et puis de progresser dans l'école. Ok, ouais, parce qu'on nous demandait justement comment tu avais géré ton périple. Est-ce que c'était aux sensations ou est-ce que tu avais des données avec ton capteur de puissance? Donc, tu as répondu. Après, ouais, j'avais fait un tour du Mont Blanc. J'avais fait un tour du Mont Blanc quelques semaines avant pour déterminer exactement la vitesse à laquelle je devais rouler, au niveau de ma moyenne cardiaque aussi. Vu que le tour du Mont Blanc faisait 335 km pour un peu plus de 8000 mètres de dénivelé, donc c'était la moitié de ce que j'allais faire. Et ça m'a donné des très très bonnes indications et donc parce que le tour du Mont Blanc, j'ai dû le faire en 11h40 ou 12h. Non, 12h, plus 12h, 12h30. Donc je savais qu'en gros, j'étais parti pour 25-26 heures de vélo pour la traversée des Alpes si tout allait bien. Donc j'avais vraiment des données au niveau vitesse dans l'école, cardiaque et puis puissance pour toujours être juste à mon niveau et pas passer au-dessus parce que ne serait-ce qu'un col au-dessus de ma puissance et c'était après on ne sait pas combien de temps on met pour récupérer. Et justement, on nous demande est-ce que tu avais adapté les braquets pour gérer tes derniers cols? Ouais, j'avais pas les braquets qu'on a généralement quand on court sur des cyclosportifs. Normalement, j'ai 39-28. J'arrive à passer partout avec ce braquet-là. Sur cette traversée, j'avais opté pour un 34-32. Donc 34-32 ou 36-32. Mais en tout cas, ouais, j'avais de quoi tourner les jambes et toujours avoir une bonne fréquence de pédalage pour avoir une bonne oxygénation au niveau des muscles et puis ne pas taper trop dans la fibre musculaire. Ouais. Jean, une petite question pour toi. Les cyclistes, on est souvent assez toujours pareil sur ce qu'on doit prendre pour manger la veille au soir. Elsa tout à l'heure nous parlait des pasta parties.
notre petit-déj très classique. On a une question là, on nous demande est-ce que tu aurais un petit-déj à nous conseiller pour les cyclistes qui pourraient varier pour allier les saveurs et le plaisir? Ouais, c'est vrai. Moi, ce que tu dis, ça me rappelle justement les souvenirs de mon enfance quand mon frère il mangeait dans le coffre de la voiture 4 heures avant de faire ses compétitions sportives. Et généralement, c'était toujours des pâtes, toujours des pâtes. Et bah, après euh, pour le petit-déj, c'est vraiment pour le petit-déj pour avant commencer, c'est ça? Ouais, ou même la veille, enfin, histoire d'amener un peu, de casser un peu les a priori, parce que c'est vrai qu'on mange souvent la même chose. Comment on pourrait varier un petit peu les repas pour amener plaisir et performance en même temps? Bah, c'est vrai que la dernière fois que j'ai fait la Pietramonta, le matin, j'avais pris donc un bol de fruits. Généralement, je prends des fruits vitamine C, donc kiwi et banane. Et derrière, j'avais pris des œufs et j'avais pris aussi des pâtes, mais sous forme de crevettes sarrasin. Et c'est vrai que c'était très intéressant de prendre du sarrasin et on pouvait rajouter des graines de sarrasin par-dessus qui sont torréfiées et rajouter aussi des graines de courge. Et ça, pour moi, ça m'avait permis aussi de prendre du plaisir gustatif et d'avoir l'énergie suffisante pour enchaîner sur une course de 4 heures, quoi. Après, bien sûr, donc, boisson chaude, boisson chaude. Après, on peut varier aussi euh, sur des choses un peu plus croustillantes. Ça veut dire que peut-être qu'on peut faire une petite galette de riz et garder le côté, le jeu de texture avec du moelleux au milieu par la cuisson du riz et venir. En fait, ce qui est bien, c'est de cuire le riz la veille, un peu forme risotto. Vous le mettez au frigo en faisant des petites galettes. Et quand il est froid, vous le mettez à la poêle pour qu'il soit croustillant, pour que ce soit facile aussi à manger le matin. Alors, faut pas trop l'assaisonner parce que je sais que le matin, des fois, c'est toujours un peu difficile, surtout quand c'est tôt, d'aller manger des choses assez fortes en goût. Donc, moi, je suis partisan à mettre plutôt des aromates, des plantes qui sont un peu anisées, style de l'estragon, avec du citron, qui seront peut-être plus faciles en association et moins très déroutants en termes de goût, quoi. Allô? Ah, Pardon, Oui. je si. t'entends, Jean. J'avais coupé le Ouais. micro. On a d'autres questions pour toi, Jean. Alors, on nous demande déjà si tu as testé les plats et les régimes que tu as proposés à Nicolas. Est-ce que tu t'es adapté aux attentes de Nicolas? Attends, est-ce que Jean a testé les plats régimes proposés sur lui avant ou est-ce qu'il s'est adapté aux attentes de Nicolas? Voilà. Alors, les plats que j'ai fait pour Nicolas, c'est des plats que je fais déjà dans ma maison. Certains plats, c'est-à-dire que dans ma maison personnellement, ou sinon dans mon restaurant, que ce soit au bistrot ou dans la partie bar ou dans la partie gastronomique. Donc oui, effectivement, c'est des saveurs déjà que j'ai sur ma table gastronomique ou ma table bistronomie. Ouais. Et puis, il y a des gens qui doivent te connaître un peu parce qu'ils disent, ils te demandent, vu ton activité très prenante, comment est-ce que tu fais pour être si performant au sport? La gestion du sommeil, l'entraînement, la nutrition. Bah, je suis à la ramasse. Non, je ne sais pas, bah, je fais tout au feeling. Et puis, pour moi, le sport est un moyen comment dire, j'ai une activité professionnelle qui est assez intense, aussi bien par le stress. Et le sport est vraiment une forme de régénération pour moi. Et quand je fais un événement sportif, j'ai pas l'impression de souffrir dans l'effort, j'ai l'impression de me vider la tête et ça me déconnecte. Et c'est le seul moment où j'arrive à oublier le téléphone portable et de pouvoir observer la nature, de l'écouter et de me mettre dans ma bulle et de pouvoir prendre du plaisir.
En même temps, ça me permet de trouver des recettes, des fois, plein de recettes que j'arrive pas à aboutir sur des saveurs, à aboutir sur des techniques. Et le fait de partir, de m'évader comme ça, me permet de mettre les choses à plat dans ma tête. Et pendant ce temps que je suis en plein effort, ça me permet d'avoir un équilibre psychologique pour pouvoir encore aller plus loin et avoir une plus belle réflexion. Ouais, c'est vrai qu'avec Jean, on allait rouler ensemble, on a un peu préparé l'étape du tour et puis il m'a fait découvrir, en roulant, il m'a fait découvrir des plantes il voyait au bord de la route, on roulait, on montait un col et hop, il me chopait une petite plante, il me fait tiens, goûte-moi ça. Et c'était assez sympa et il était toujours frais hein, pour voir où étaient les plantes, hein, il n'était jamais à fond. Ok, peut-être une question pour tous les deux. Combien vous faites d'heures d'entraînement par semaine et vos heures de sommeil aussi en moyenne? Alors, quand on est passionné, on parle pas d'heures. Eh ben, on consomme avec le plaisir et puis euh, c'est comme la cuisine, c'est comme tant tout. Moi, je sais que je suis pas partisan pour compter et tous les entraînements que je fais ou que ce soit mon métier ou que ce soit le côté ma passion sportif. C'est vrai que je suis un mauvais étudiant là-dessus. Je note pas, je n'ai même pas de compteur sur mon vélo et je le fais vraiment au feeling, à la sensation que je peux trouver physiquement. C'est ça qui m'anime et c'est ça qui me fait du bien au quotidien. Bon, Pour moi, moi, c'est pas la quantité qui compte. C'est vraiment le plaisir qui va venir nourrir la qualité de l'effort. Moi, Toi, après, Nico? au niveau du temps passé, après, j'ai pas de plan d'entraînement. C'est pareil. Après, moi, c'est un plaisir. C'est le plaisir d'être sur le vélo, de découvrir constamment des paysages. Et puis, c'est vrai que avec Jean, quand on allait rouler, on choisit on choisit pas un parcours et puis il m'a fait découvrir les vignobles vers Montmélian. Enfin voilà, on discute un peu de la gastronomie en roulant et je pense que justement la gastronomie et le sport se marient parfaitement bien tous les deux et c'est quelque chose que les deux j'apprécie et c'est pour ça que je pense que d'avoir fait cette traversée avec Jean à mes côtés, c'est vraiment quelque chose de parfait quoi. Nico, on dit que tu as 35 000 km par an. Ouais, mais moi, on m'a dit que tu avais 200 000 de dénivelé en ski. Non, non, par an, je dois faire 15 000 km là. Maintenant, je vais faire moins, mais je devais être à 15 000, ouais, 15 000 km par an. Bon, et Ok, moi, je pense que j'arrive à faire 3005 Ouais, par an. ouais. Ouais, et ouais, quand même, il avait 1500 pour l'étape du Tour, je crois, hein, pour Valto, hein. Donc, Et, et on rentre dans les 150 premiers, genre. ouais, 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 Ok, ouais. super. Bon, on va pouvoir conclure. Je trouvais que l'idée de dire que la gastronomie et le sport pouvaient bien se marier, c'était une belle conclusion. Je sais pas si Je vous- Elsa, elle va accepter ça. Bah écoute, justement, je pense que c'était sympa de pouvoir avoir deux approches différentes entre l'aspect nutrition scientifique et l'aspect gastronomie plaisir. Je trouve que c'était bien de pouvoir marier les deux dans la soirée. En tout cas, voilà, je vous remercie pour votre En tout cas, disponibilité. si je peux dire, si je peux te couper, me permettre, dans la cuisine, il y a une phrase qu'on apprécie beaucoup dire, c'est que la qu'une cuisine, c'est la bonne. Et c'est ça qui est. Après, elle s'adapte à chacun. Les recettes, c'est pareil. Les recettes, on peut prendre une recette et chacun peut l'adapter à sa manière. Et chaque personnalité va aussi l'adapter à sa manière. C'est qu'on ne peut pas suivre spécialement une recette et elle va fonctionner pour tout le monde. Il faut savoir l'adapter par rapport à sa personnalité, aussi son envergure qu'on a envie de faire, quoi.
Super, merci à vous. Ah, une question. Alors, je voulais La conclure, mais bière récup. la question revient tellement souvent. Et Elsa, si tu es toujours en ligne, est-ce que la bière est bon pour la récup? Bon, j'ai réactivé le micro, comme ça c'est plus simple. La bière, bah, écoutez, pourquoi pas, mais pas tout de suite. Éventuellement le soir, une fois que vous avez d'abord bien réhydraté votre corps, puisque la bière contient de l'alcool, qui va plutôt aller avoir l'effet inverse, donc déshydrater. Donc pour le côté plaisir, oui, comme dit Jean et Nicolas, mais plutôt après avoir fait sa bonne ration de récup et bien réhydraté. Ok, merci à vous. On va conclure, on a tenu le timing, super. Voilà pour le webinaire sur la nutrition. Vous pourrez revoir la vidéo sur YouTube et puis elle a été diffusée en même temps en direct sur Facebook, donc vous pourrez la voir en replay. Le prochain webinaire sera sur la position et donc la biomécanique, la position, confort et performance, vendredi prochain. Merci à vous, bonne soirée, prenez soin de vous. Bye bye à tous. Merci. Merci à vous. Bye. Au Bonne revoir. soirée.